Bonjour à toi et bienvenue dans cette série d'interviews. Je m'appelle Marie, je suis préparatrice mentale et je te propose de plonger dans l'histoire de sportifs qui ont fait face à l'adversité des blessures. Ensemble, découvrons comment ils ont transformé ces obstacles en opportunités de croissance. Leurs récits sont une source de motivation pour quiconque traverse des moments difficiles. Ici, derrière chaque blessure se cache une histoire de résilience et de détermination. Déjà, merci à toi pour ce moment d'échange autour de la blessure. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter à tous les sportifs qui rencontrent une blessure, finalement, un soutien au travers de ce podcast. Parce que, après avoir fait passer un questionnaire, je me suis rendu compte que beaucoup disaient se sentir seuls dans ce moment-là, ne pas avoir un petit peu de personnes ressources pour parler de cette expérience et que ça pourrait être justement réconfortant de connaître des sportifs qui ont déjà traversé finalement la blessure. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler plus ou moins de ton parcours sportif et si jamais des quelques moments clés de ta pratique? Eh ben écoute, génial. Donc moi je suis Sylvain Charras, je suis arbitre international de touch rugby. Donc déjà un sport un peu méconnu et un arbitre parce que effectivement nous aussi on peut rencontrer ces problématiques-là de blessures physiques et pas que d'ailleurs au cours de nos carrières. Et donc moi j'arbitre au niveau international depuis 2010. J'ai donc arbitré au cours de Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'arbitrer 178 matchs internationaux, donc ce qui fait déjà un beau parcours. Et notamment une finale de Coupe du Monde en 2018 pour les catégories des moins de 20 ans. Voilà. Et donc, effectivement, un joli parcours de sportif. Et du coup, forcément, au cours de ce parcours-là, il y a forcément des moments où on a des blessures plus ou moins importantes et qu'il faut apprendre à gérer et pour repartir, revenir. Voilà très très rapidement mon parcours dans le sport. Et si tu veux que je précise des points, des parties, Du coup, l'idée c'est justement, on va directement orienter sur la blessure. Et justement, si je te dis blessure, qu'est-ce que cela évoque pour toi, émotionnellement et physiquement? Et est-ce que tu peux nous raconter finalement l'expérience de ta pire blessure? ouais. Alors, la blessure, c'est franchement un moment qui est pas agréable. C'est-à-dire que on se le prend de plein fouet. Soit on est complètement arrêté, soit on va trouver des ressources pour rebondir et en faire quelque chose d'autre. D'accord? Et donc forcément, moi quand j'ai ce genre d'événement, la première chose que malheureusement je fais et que je devrais pas, c'est le déni. C'est-à-dire non, c'est pas grave, allez hop, je continue. Et puis on s'aperçoit que finalement on fait plus empirer qu'autre chose, des choses comme ça. Moi ce que j'ai envie de revenir, c'est sur une blessure qui a été assez marquante parce que c'est un enchaînement de choses et je pense que avec le recul bien sûr, parce que quand on est dedans on ne voit pas. Je pense que j'étais dans un état un peu de burn-out sportif. C'est-à-dire que on était au sortir du Covid. Je m'étais beaucoup entraîné, j'avais maintenu mon niveau d'entraînement, mais sans avoir les plaisirs du sport et de la compétition. Et du coup, à un moment donné, j'ai mon corps qui s'est mis en rideau et je comprenais pas en fait. C'est-à-dire que je finissais des séances avec le vertige, j'allais au bout des choses et puis super, j'étais même plutôt content, toi, de me dire ouais, je t'ai donné à fond, t'es arrivé à ta limite, c'est bien, t'as fait une très grosse séance, c'est bien. Ouais, et ça s'est passé pendant plusieurs mois. J'ai pas fait attention à ces signes-là. Et jusqu'au moment où le corps il a ainsi fait que si tu comprends pas, il t'envoie plus fort. Voilà. Et du coup, moi, ça s'est matérialisé par une douleur au niveau du genou.
OK. À ce moment-là, c'était la course à pied que tu pratiquais? Alors, c'est de l'entraînement physique, mais il y a une grosse base de course à pied, effectivement. Voilà, on fait du fractionné, on fait des petits circuits d'agilité, voilà. Entre du lactique, de la lactique, on mélange un petit peu tout, hein, mais ouais, effectivement, c'était dans la grosse base de préparation, notamment. C'était notamment dans mes séances de fractionné où je retrouvais longuement ça. Je l'ai aussi eu sur le terrain, en fait, à un moment donné où, au cours d'un match, ça s'est mis à tourner, j'ai dû sortir du terrain, me faire remplacer quelques minutes. Mais pareil, quoi, bon, je n'ai pas assez mangé, c'est une hypoglycémie, tu manges 2 amandes, tu prends un petit barre de sucre et puis tu repars, quoi. Tu reprends ta place. Et effectivement, du coup, j'ai eu cette douleur au genou qui m'a bloqué carrément. Parce que pour le coup, je ne pouvais plus courir et enfin, vraiment, il fallait faire des choses. Et là, c'est un long, très, très long processus puisque c'était en janvier 2022, hein, et je m'en suis réellement sorti, je dirais, en juillet 2023, en fait. OK. Et donc Oui, et ouais. entre-temps, 18 mois et entre-temps, j'ai fait 2 coupes d'Europe, on va dire. Donc en étant dans une douleur et une résistance extrêmement forte. Et donc effectivement, toujours dans cette chose-là et je dirais ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est ne pas savoir. Et c'est l'incertitude et le doute que cela peut te provoquer. Et alors moi, je suis rentré dans un désert médical, hein, entre guillemets, puisque c'était plutôt psychosomatique que physique. C'est-à-dire que tu vois rien à l'IRM, tu vois rien dans les différents contrôles, même au contraire, toi, quand tu arrives à 15-20 ans de carrière à haut niveau, tu sais que tu es usé. Et donc, quand ils commencent à chercher des choses et à ouvrir le capot, tu repars avec encore plus de doutes que de attention parce que là, le ménisque, il est pas bon, là, l'articulation, elle est pas bonne. Ah bah tiens, vous avez de l'arthrose. Et en fait, tu sais pas, Oui. eux, ils ont pas trouvé la cause. Alors, ouais. Oui, ils mettaient le doigt sur plein de choses, mais pas réellement l'origine de la douleur. Voilà, tu vois? Et du coup, tu passes d'un médecin à un chirurgien, à un traumato, voilà. Et il y en a un qui te fait une injection, il y en a un autre, voilà. Et du coup, tu pars sur des temps ultra longs. Et pendant ce temps-là, tu es trop seul, en fait. Et je te rejoins quand tu dis que tu te retrouves dans une solitude, quoi, en fait. Tu sais pas, tu vas plus voir les copains à l'entraînement, donc tu te retrouves aussi dans un isolement. Parce que tu es exclu, ça fait des années que tu vis un peu pour ça et par ça. Et donc tout ton tissu tourne autour de ça. Les gens autour de toi se demandent ce que tu deviens, quand est-ce que tu vas revenir et ces choses-là. Et c'est compliqué. Oui. Même pour des personnes qui ont l'habitude et d'être plutôt généralement bien mentalement et de se tenir. Oui. Parce que quand tu dis, finalement en tant qu'arbitre, après toi, tes sessions d'entraînement, tu les faisais avec d'autres, arbitres ou c'était des personnes, de ton entourage avec qui tu t'entraînais, mais pas forcément de ton cercle d'arbitres? Alors, les 2 et alors après moi je suis quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné tout seul. OK, d'accord. Et dans mon cursus effectivement, parce que je suis très vite monté, à un niveau où, le niveau d'intensité que je mettais dans mes séances, j'avais pas grand monde autour de moi dans un cercle proche qui pouvait m'aider. Je viens de l'athlétisme, donc qui est un sport qui est ultra ingrat, qui m'a donné une énorme discipline. Et du coup, je me suis majoritairement entraîné tout seul, mais je faisais plus les rassemblements, je faisais plus les tournois, je faisais plus les compètes. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pas pour l'entraînement, en fait. L'entraînement est un moyen d'aller se faire plaisir en compétition et pouvoir. C'est ça, d'autant plus que moi, je suis dans un sport qui est totalement amateur. Et donc, il n'y a pas de. Alors, j'ai encore eu cette chance-là de ne pas avoir de pertes financières. Mais je pense que les pertes financières peuvent encore plus augmenter ces difficultés-là, quoi. Moi, j'ai dit cette chance-là. OK. Et justement, tu parlais, tout à l'heure au début, tu as dit,
je pense que j'avais perdu finalement cet attrait pour la compétition et j'avais plus de plaisir. Est-ce que c'est initié par, la période Covid qui a fait que, ça a un petit peu brisé toute cette émulsion puisqu'il y avait plus les événements, il y avait plus de compétition et tout? Ou est-ce que tu penses que, ça vient d'ailleurs? Non, non, c'est clairement, le fait de ne pas avoir d'opportunité de faire pourquoi on s'entraîne. Moi j'adore l'entraînement, mais ce que je kiffe encore plus, c'est bien d'être en compétition, d'être sur le terrain, d'arbitrer et de retrouver, cette ambiance, des collectifs. Voilà, d'autant plus que, comme je suis quelqu'un qui s'entraîne, beaucoup tout seul, c'était finalement pour pouvoir être bien et profiter de ces moments-là avec les copains, quoi. OK. Sur, si on prend sur une année, de façon globale, ça représente combien d'arbitrages à peu près sur une année? Grosso modo? Ah, c'est pas compliqué, hein, quand j'ai préparé la coupe du monde l'année dernière, j'étais 3 week-ends sur 4, en compétition. OK, d'accord. Et quand j'étais compétition ou stage, équipe de France et ces choses-là. Donc je sais pas, alors dans l'année, c'est quelque chose comme 40 ou 50 matchs facilement. Sur la coupe du monde l'année dernière, je fais 16 matchs. Sur un championnat de France, sur un week-end, on fait 6-8 matchs. On avait 4-5 journées de championnat de France. L'année dernière, je suis parti 3 semaines en Australie et Nouvelle-Zélande pour préparer, où j'ai arbitré quasiment tous les jours. J'ai fait 25 matchs en 3 semaines. Toi, on est sur des cadences. Alors, c'est des cadences qui sont importantes quand même. Oui. C'est une répétition, effectivement. C'est super intéressant, et je suis très contente de t'avoir, finalement en interview parce que, au-delà de ta pratique, sportive, en fait, tu fais partie d'un des métiers finalement, heu, où là, en fait, tu es l'arbitre et ce que tu es en train de nous partager et on est qu'au début de cette interview, ce que tu es en train de nous partager finalement, c'est le ressenti d'un sportif de haut niveau, sous la casquette de l'arbitre. Vraiment de se dire, en fait, ce Covid, le fait que ça m'ait enlevé tous ces événements, toutes ces compétitions, finalement, il y a eu une perte de repères et est-ce que, est-ce que toi, tu mets ce mot-là dessus? Est-ce qu'il y a eu un peu une perte d'identité? Finalement, qui je suis, si je suis pas en week-end, en train d'arbitrer, en déplacement? Oui, 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 cette identification finalement à ça est vachement importante effectivement. Je pense que je l'ai constaté, ouais, de se dire: «Mais, j'ai plus rien». Ce qui est faux, hein, ce qui est faux parce que, j'ai une famille, qui m'a soutenu tout le temps, qui a toujours été là et j'ai eu cette chance-là, hein, aussi. J'ai aussi une activité salariée, donc j'avais encore ce tissu-là, mais je me sentais vide parce que j'avais pas cette possibilité, de m'entraîner, de me dépenser et puis c'est physiologique, en fait. Quand on a un corps qui est habitué à se dépenser tous les jours, voire même 2 ou 3 fois par jour, quand, tu lui enlèves ça, et ben, il faut trouver d'autres choses. Tu deviens, irritable, tu deviens, colérique, tu perds en attention, tu au boulot, c'est pas ça non plus parce que, mentalement, psychologiquement, ben, tu y es pas, dans la famille, forcément, ça change vachement de choses aussi dans la famille parce que tu passes d'une organisation où, tu es pas là, 3 week-ends sur 4 à je suis là tout le temps. Je pense que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément en fait, quand on est en dehors de ces impacts-là. C'est-à-dire que, effectivement, on voit, la partie physique de, OK, tu vas te faire opérer, on va te retendre des tendons, on va te mettre des vis, et puis après, ton protocole, il est connu. C'est ces choses-là et c'est ce que je disais en fait, c'est cet inconnu-là qui vient, nous poser des difficultés après et ouais, j'avais jamais fait,
le pont entre ça et les impacts en dehors, entre la blessure et ces liens-là qu'on pouvait avoir tout autour, quoi. C'est vachement intéressant. Merci. Bah, avec plaisir. Super. Bah, du coup, justement, tu as anticipé ma question concernant les impacts sur ton quotidien, en fait, bah, pas que sportif, pas que arbitre, mais finalement de ta vie en général. Euh, Quand tu as eu ces premières douleurs, finalement, où est-ce que ça a été? Est-ce que les douleurs, elles se sont arrêtées du moment que tu as compris que c'était un peu psychosomatique ou ça a été jusqu'à une opération? Non, 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 je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris. Je l'ai compris ben, bien après, en fait. Je pense que je l'ai compris après ma Coupe du Monde de 2024. C'est-à-dire que je pense que j'ai été blessé en 2022. J'ai fait la Coupe d'Europe 2022. J'ai fait une grosse compétition en juillet 2023. J'ai fait les Euros en 2023 et j'avais la Coupe du Monde en 2024. Donc, c'était comme tout grand sportif. Il y a la Coupe du Monde en 2024. Tu peux pas la rater. Tu y vas et tu mets des œillères. Donc, tu soignes, tu fais ce qu'il faut, tu fais tes infiltrations, tu fais tes trucs, tes machins, et marche forcée, tu y vas. Et c'est après que j'ai pris le temps, en fait, d'analyser ça, parce que si je refais un petit peu le parcours, et c'est plus facile aujourd'hui parce que j'y ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre, hein. C'est-à-dire, j'ai eu cette blessure, physiquement, j'ai recommencé à être bien au bout d'un an, à pouvoir recommencer à m'entraîner à peu près correctement au bout d'un an. Forcément, j'ai repris l'entraînement un peu trop fort, je me suis claqué, mais bon, on passe, hein, c'est classique, hein, je dirais, parce que on sent que ça va mieux, donc on en fait un peu plus. Et puis, du coup, je suis arrivé sur la grande compétition du mois de juillet 2023 en étant peu préparé. Et je me revois faire mes premiers vrais cycles de préparation. Et le discours est encore celui d'un champion et d'un sportif de haut niveau qui dit mes vrais cycles. Mais non, parce que ça faisait déjà 6 mois que je m'entraînais. Et 5-6 fois par semaine. Mais j'ai fait cette Coupe d'Europe. J'ai coupé 15 jours, 3 semaines, parce que j'étais déjà focus Coupe du Monde. Ouais, et là, on repart. Et là, moi, je me suis enquillé, je me suis vraiment remis mode Coupe du Monde. On y va. Donc, on peut être fin août. Et j'ai enchaîné toute la fin d'année. Je m'étais mis, comme je disais tout à l'heure, 3 semaines où je suis parti en Nouvelle-Zélande et Australie pour préparer la Coupe du Monde avec eux et les meilleurs. Retour d'Australie, 15 jours de repos parce que bon, c'est quand même des grosses sessions d'entraînement. Et puis on enchaîne. Et là, c'est 3 week-ends sur 4 jusqu'à fin juillet, toi. Et bon, la Coupe du Monde se passe. J'ai pas forcément eu les résultats que je voulais. Moi personnellement, je fais ma meilleure Coupe du Monde en termes de comment je me sens, la fierté d'être revenu aussi, hein, parce que ça faisait 2 ans que j'étais pas là. Retrouver le niveau, ça n'a pas suffi pour l'objectif que je voulais. Et puis je me dis, allez, banco, 2028, on repart. Sauf que je me retrouve au mois de septembre et le vide. Ah, t'as dit 2028. Ouais, toi, ça veut dire que j'étais en 2024 et déjà, ça me Côté, ouais. et ouais, tu sors d'un événement, t'as kiffé, sauf que le résultat, il n'est pas tout à fait à la hauteur de celui que tu attendais. Et donc, tu dis, il m'en reste une, 2028, je repars. Et là, je me retrouve dans un moment où le calendrier international n'est pas sorti. Et donc, je me retrouve dans un vide d'objectifs. Et c'est là que, bloqué, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas d'objectif. Et du coup, c'est là où j'ai pris ce temps-là pour me retourner et comprendre, en fait, et me dire, mais pourquoi tu es là aujourd'hui? Voilà. Et c'est là où j'ai la chance de pouvoir le faire tout seul parce que j'ai des connaissances et des apports par ailleurs. Mais si le sportif n'est pas accompagné correctement dans toutes ces phases-là, il se fait piéger. Et s'il ne le détecte pas, c'est terminé. Voilà. Et c'est là où je pense que les préparateurs mentaux ont un énorme rôle dans l'accompagnement, mais pas que dans le moment de la blessure. C'est tout au long
de la carrière. Donc, tu vois, et donc, quand je te dis que je l'ai compris vachement après, c'est parce que j'ai eu 2 mois de réfléchir, à me reposer des questions. Est-ce que je continue? Pourquoi je continue? Donc, je dis: «Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?» Et du coup, tu vois, j'ai compris finalement que je devais être en burn-out sportif, quasiment 2 ans après. Voilà, parce que j'étais de nouveau dans une situation difficile avec, une perte d'envie, une perte de motivation et voilà. OK. Alors, tu as une casquette un peu particulière aussi parce que tu es préparateur mental. Ouais, je suis aussi. Est-ce que, justement, je trouve que c'est bien de l'introduire, à ce moment-là. Est-ce que, quand tu t'es formé à la préparation mentale, Ouais. est-ce qu'à tout hasard, ça serait à cette période-là, finalement, ou c'est quelque chose que tu avais avant? À quel moment? Non, je me suis formé à la préparation mentale avant. OK. Je me suis formé, mon histoire en fait, je me suis formé à la préparation mentale parce que j'ai eu besoin de progresser mentalement pour atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que j'étais dans une démarche où, je voulais mettre tous les moyens possibles pour réaliser mes objectifs à la Coupe du monde 2024. Et donc j'ai pris un préparateur mental pour m'accompagner dans cette démarche de performance et d'optimisation. Et c'est la relation que j'ai eue avec cette personne-là qui m'a amené à vouloir transmettre ce que j'avais appris. Parce que, comme beaucoup, j'ai butiné. C'est-à-dire que j'ai commencé par essayer tout seul. Puis après, j'étais sur internet, trouver, des informations. Puis après des masterclass, des webinaires gratuits, des petites formations, des auto-formations et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut franchir le pas et se faire accompagner. Parce que, franchement, ça, en un an, j'ai plus progressé que, en 10 ans tout seul. Et j'ai switché. L'histoire, hein, c'est que j'ai commencé à vouloir préparer la Coupe du Monde. Et au bout d'un an, c'est moi qui donnais des sessions, des masterclass de préparation mentale pour les arbitres. En un an, tu vois. Et du coup, j'avais complètement switché. Et c'est comme ça que je suis venu là-dedans, en fait. Et c'est vrai que, après, on ne peut pas s'auto coacher. Au niveau où c'était, on a besoin de cet œil extérieur. Et qu'on ait tous les bagages du monde, on est le plus mal placé pour détecter ces signaux-là, parce que on est obnubilé par notre objectif et notre rang. Donc c'est vachement important à ce niveau-là, toi, de ça. Et tu vois, j'ai été formé, mais ça m'a pas empêché de prendre mieux pareil. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, là, ça vient mettre en avant, l'importance de se faire superviser en tant que préparateur, mental. En fait, dans sa carrière, justement, c'est super important de pouvoir continuer à se faire superviser parce que comme tu le dis, pour soi-même, parfois, on peut avoir, la tête dans le guidon et manquer un petit peu de lucidité sur certains points et c'est cette personne extérieure qui va nous permettre de venir appuyer, sur quelques leviers et de façon plus rapide et plus efficiente donc OK. Et pour, bien que les personnes qui nous écoutent, comprennent, du coup, il y a cette douleur au genou. Est-ce que tu vas jusqu'à l'opération ou pas? Non, mais non, parce qu'en fait, ça venait pas du genou. Oh OK, ça venait d'où? Et ouais, D'où? mais en fait, ça venait des lombaires. Et du coup, effectivement. Alors là, c'est encore toute une histoire parce que j'ai fait 25 ans de lancer de marteau et disque. Et donc, J'assure. j'imagine bien mesurer la force que je peux avoir dans mes lombaires à ce niveau-là. Et donc, quand ils ont commencé à aller voir ce qu'il y avait sur les lombaires, ils se demandaient plutôt comment je marchais, comment je pouvais courir encore. que- Et non. Et non. Et finalement, bah ouais, j'ai réussi à corriger ça. C'était finalement de l'inflammation, hein, donc corticoïdes. Et puis après, il y a eu un concours de circonstances, en fait. C'est qu'on ne trouvait plus de produits pour faire les injections à ce moment-là. Et c'est le moment où ça commençait à aller mieux. Et du coup, j'ai réussi à m'en sortir même sans l'injection, en fait. Et petit à petit, de commencer à remarcher, à se remettre en mouvement, à faire des choses de plus en plus longues.
de cercle s'est enclenché et du coup, ça s'est stoppé. Oui, j'ai fait beaucoup de cryothérapie qui m'a, je pense, beaucoup aidé Et cette période-là, calmer une inflammation. si on reprend, si on fait une frise de ces 18 mois, finalement, ça commence du coup par des douleurs au genou. De là, tu enchaînes, les examens. Ouais. Quel est le laps de temps entre le moment où on part du genou finalement et où on arrive à remonter sur la vraie origine qui est les lombaires? Il s'est passé combien de temps à peu près? Là, il s'est passé 9 mois. OK. Pendant 9 mois, tu as ces douleurs au genou et on sait toujours pas, quelle est la cause et en tout cas, on n'explique pas, même si on trouve des petits soucis au niveau du ménisque et tout, ça n'explique en rien, les douleurs. OK. Au bout de 9 mois, du coup, on découvre, l'origine, du coup, qui est au niveau des lombaires, c'est ça? OK et quand on découvre l'origine, au niveau des lombaires, là, on te propose, du coup, des injections vu que c'est une inflammation et pendant combien de temps tu fais à peu près ces injections? Ça a été assez vite en fait après, hein. Au bout de 2 mois, j'étais sorti de la difficulté en fait. OK et c'était quoi? C'était une injection par mois? T'as eu combien d'injections? Non, non, il y a eu vraiment un traitement choc et après, donc en 15 jours, j'ai eu vraiment des traitements de choc sous la base de corticoïdes et ainsi de suite, hein, qui ont vraiment fait baisser ça. Et après, on a fait qu'une injection. OK, d'accord et ensuite, donc sur tes 18 mois, finalement, tu prends également un petit peu le temps de rééducation où tu t'es, réentraîné pour du coup, revenir sur le terrain. Donc pendant 18 mois, il y a plus de terrain, plus de Ah match, si, si, oui, j'ai par intermittent. j'ai fait une coupe d'Europe, copain-copain entre-temps. C'est-à-dire que, en serrant les dents, en prenant très peu de plaisir sur le terrain et en étant dans la douleur en fait. Parce que pas préparé et en difficulté physique chaque fois quoi. OK. C'est une, alors parfois, beh, c'est toi qui vas le dire, mais est-ce que, tu aurais préféré finalement qu'il y ait quelque chose, alors peut-être pas au niveau des lombaires si on reste sur le genou, peut-être quelque chose de cassé et finalement on te dise: «Bon, ben voilà, c'est fissuré par exemple, il faut opérer, ça prendra tant de temps et puis après vous passez à autre chose». Ou dans ton cas, finalement, il y a rien qui est, cassé, c'est une inflammation, mais on a mis très longtemps à la diagnostiquer et finalement ça a duré 18 mois. C'est une douleur un peu sourde, un peu sous-jacente, heu et qui potentiellement peut revenir aussi. Comment tu t'es placé toi par rapport à ça? Est-ce que tu aurais préféré que ce soit quelque chose vraiment de cassé et puis on te dit: «Beh, il va se passer ta 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 comme étape» ou, ce que tu as vécu? Ouais, je pense que clairement, savoir ce qui est les étapes et protocoles, c'est pour moi, hein, c'est vital en fait. Comme je disais, hein, c'est l'incertitude qui et le doute qui est de pas savoir en fait, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Alors d'abord tu commences par, bon, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre? Est-ce que je vais pouvoir reprendre? Si je dois arrêter? Et si c'est fini? Voilà et après on est vraiment dans cette boucle de, bah, qui je suis? Qu'est-ce que je vais devenir? Et encore moi j'ai la chance de ne pas dépendre du sport pour vivre et faire vivre ma famille. Donc j'ai pas cette épée de Damoclès au-dessus de moi et pourtant le mur on le prend pareil. Parce qu'on s'est identifié, comme tu disais tout à l'heure, hein, à cette personne sportive qui brille sur les terrains. Et si tu devais faire un peu une frise chronologique des émotions par lesquelles tu es passé, tu as commencé à le dire tout à l'heure, tu as parlé de déni, tu as Ouais. parlé de doute. Si tu refais un peu une frise chronologique là sur ces 18 mois avec, juste des émotions, ça ressemblerait à quoi? Et effectivement, je pense que ça commence d'abord par un doute, en fait. C'est, tiens, j'ai un peu mal, je suis pas bien là, ça va pas. Ouais, et puis ça commence à te dire, non, non, ouais, ça commence plutôt par un doute. OK. Après, tu as vraiment ce point de rupture de bon, je suis blessé là. Là, il faut vraiment que je m'arrête. Alors, tu vois, parce que globalement, au début, tu dis bon, ben, j'ai un peu mal, je prends une petite semaine de repos, ça va aller.
là, tu es dans le doute. Et après, tu as une forme d'inquiétude qui arrive. Et l'inquiétude, elle se transforme en une certitude. Et c'est là que tu te dis, puis tu n'y crois pas trop, en fait. À ce moment-là, tu as vraiment cette courbe de moi, je vais revenir là. De toute façon, je vais faire des examens. J'arrive en serrant les dents, j'arrive à faire une petite séance de temps en temps. Donc, tu as quand même aussi une phase d'espoir, en fait, qui vient se mettre au milieu là. Tu te dis, ouais, c'est peut-être pas grave, on va faire les examens. Donc, tu y crois, en fait. Puis tu fais ta première truc. Ils disent que il n'y a pas grand-chose. Donc, tu dis, s'ils voient rien, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc là, tu prends un espoir, tu te retrouves de la joie, du plaisir. Tu te dis, ouais, c'est bon, ça va repartir. Et puis, après, tu as vraiment un coup de bambou là où tu te rends compte que le temps passe, mais que tu t'enfonces, quoi. Tu rentres vraiment dans ce cercle de presque dépressif, hein, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est à la maison, tu es irritable, tu es en colère, hein, tu t'énerves pour rien. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de difficultés de concentration aussi au niveau professionnel parce que je pensais à ces choses-là. Et puis, moi, il y a aussi une relation qui peut être compliquée avec les profs. C'est malheureux à dire, mais ton corps change et il faut l'accepter aussi que le sportif que tu as été, aujourd'hui ça l'est plus. Donc, tu es dans cette difficulté aussi d'estime de toi. Hein. Ton estime de toi, elle tombe parce que tu perds cette valorisation sociale aussi. Ces résultats-là. Et puis, après, effectivement, tu vas commencer à remonter, quoi. Tu sens que ça va un petit peu mieux, et puis tu recommences quand tu recommences le kiné te dit que ça va, tu peux faire un petit peu plus, et ainsi de suite. Et après, il faut gérer les chevaux, quoi. C'est-à-dire que t'as un moment où tu te dis, c'est bon, j'y retourne, et faut vraiment se freiner, parce que sinon, surtout sur cette problématique d'inflammation ou de choses comme ça, si tu reviens dans la douleur, c'est trop tard. Et ça, c'est vachement dur à accepter aussi. Se dire, il faut que je m'arrête avant que je sois à ma limite. Et du coup, tu te sens vraiment bridé. Et si j'en fais un peu plus, et puis un jour t'en fais un peu plus, et puis tu fais le yo-yo en fait. Parce que un jour ça va, t'en fais un peu plus, et puis le lendemain, comme t'as été un peu trop loin, tu redescends, et puis voilà. Et puis ces mois de yo-yo sont aussi assez difficiles. Mais le émotionnel entre j'y vais pas, voilà. Moi je sais que la décision de faire la Coupe d'Europe, je l'ai prise 3 jours avant. Parce que et cette Coupe d'Europe là, je me suis dit, tu vas pour faire un match. Ok. Alors qu'il y en a 12 à faire, quoi. Et c'est là où c'est mon côté préparateur mental qui m'a aidé à me dire, ok, tu as une vraie difficulté quand tu lâches ton objectif. Moi, c'est-à-dire que c'est la première Coupe d'Europe post-Covid. Tu étais numéro 1 européen à la précédente compétition. Donc, tu y retournes pour être numéro 1. Et te dire que non, tu y retournes pas pour être numéro 1, mais que le simple fait de dire que tu as réussi à faire un match à la Coupe d'Europe, ça serait une victoire, ça serait une réussite. Et après, tu rentres dans une mécanique, tu dis putain, le premier match, il s'est bien passé. J'en fais un deuxième, un troisième. Voilà. Et top, première journée top, deuxième journée top. Ah, mais non, je suis bien là, je pourrais peut-être finalement faire un peu plus, et tu te remets un enjeu d'objectif et de résultat. Et le troisième jour, il est catastrophique parce que justement, tu n'es plus dans ta démarche de plaisir, je profite de chaque instant. Tu t'es remis dans une démarche irritante, inflammatoire, Oui. et d'ailleurs, et de performance. Et voilà, quoi. Et c'est ça, ces moments-là, ils sont difficiles à gérer, toi, de se dire, ouais. Et c'est tout ça que j'ai. Et c'est pareil, dans le coup, tu le vois pas. Tu dis, tiens, c'est bizarre, hier ça allait super bien, aujourd'hui, ouais, mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est quand tu fais tout le débrief post-Coupe d'Europe, tu te dis, ouais, tiens,
Les 2 premiers jours, j'étais là pour me faire plaisir, pour, content d'être là et profiter de l'instant. Et le troisième, je me suis dit: «Ben ouais, mais avec ce que tu fais, tu vas pouvoir, aller chercher tel truc ou tel truc». Et d'où l'importance finalement d'être encadré, d'être accompagné. Est-ce que, à ce moment-là, du coup, de ta blessure, est-ce que tu avais fait le choix de te faire accompagner par, quelqu'un, un prépa mental ou un sophrologue ou en tout cas, quelqu'un qui pouvait, t'aider à mieux vivre, cette période-là? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, parfois, en fait, on a beau être préparateur mental, si on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon et c'est justement intéressant d'avoir quelqu'un à côté qui, puisse nous permettre de nous accompagner, de nous guider dans cette période-là. Alors, effectivement, au début de la blessure, je travaillais encore avec mon préparateur mental, et du coup, on a beaucoup travaillé, pas sur la blessure en elle-même, mais sur, la vie en dehors du sport, en fait. OK, ouais. Ouais, pour redonner du sens, en fait, à, la côté et justement se refaire une identité, heu, au-delà du sportif, en fait. Et c'est vrai que ça m'a, aidé et d'autant plus que, ça a été très long, quoi. Du coup, après à un moment donné où tu arrives à retrouver une place, en fait, de, autre chose que le sport, tu sens que c'est un process qui va un peu mieux. Ouais, et tu rentres dans un autre cercle de, j'ai retrouvé ma place, à la maison ça va mieux, au travail ça va mieux aussi et du coup, alors c'est une grosse dualité aussi. Parce que, du coup, ça va renforcer le questionnement du, «Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je vais pouvoir reprendre?» Parce que finalement tu commences à vivre pour autre chose, Oui. hein? Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire une peur peut-être? Une peur, de se dire: «Et si finalement, j'appréciais, tout ce que je fais à côté et que je retournais pas, Clairement et tu te poses la question parce que, d'un côté, heu, physiquement et tu arrives pas à repartir correctement parce que c'est tu vois, c'est ce que je te disais et ils font une comparaison avec ah bon et ils ne redeviennent pas, sportifs ou conquérants tant qu'ils n'ont pas retrouvé le niveau d'avant. Se fixer sur sur ce point de référence qui n'est pas quand tu étais au top, mais quand tu étais au plus bas, moi je sais que ça m'a vachement aidé. Loin de me dire, tu vois, OK, là où je faisais mon fractionné à 14-15 à l'heure, et aujourd'hui je le fais à 12 à l'heure. Ouais, mais c'est moi, regarde, il y a un mois, mon fractionné, tu pouvais pas le faire parce que physiquement tu y allais pas, tu vois? Et ça, je pense que c'est vachement intéressant aussi d'en parler en fait, de ça, de ce niveau de comparaison et donc effectivement, moi j'étais aussi dans ça, tu vois? C'est-à-dire que, j'ai toujours eu cette capacité physique qui m'a amené au plus haut niveau et j'avais cette croyance que si j'étais moins bien physiquement, je serais moins bon arbitre. Mais en fait, avec le recul, ça m'a permis de développer d'autres capacités qui, couplées, à ma dernière coupe du monde, à un niveau physique qui est bien remonté, a fait de moi un bien meilleur arbitre, tu vois? Et du coup, j'ai entre guillemets, on a transformé finalement cette difficulté en opportunité parce que je ne pouvais pas me dépasser, pareil sur le terrain. Donc il a fallu que, je travaille plus facilement ma lecture du jeu, mon positionnement, l'anticipation, ces choses-là, hein. Et ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu es en train de souligner que finalement, tu as profité de cette parenthèse de 18 mois de difficulté finalement, pour venir chercher des points, sur lesquels, tu portais pas forcément attention, avant ou en tout cas pas autant et pour venir développer finalement, de nouvelles compétences? Quand tu parles de ta lecture de jeu, peut-être que c'est quelque chose que tu, travaillais moins avant et que la blessure, finalement, t'a permis de venir mettre le doigt dessus et de te dire: «OK, là pour l'instant je peux plus courir à 15 km/h. Du coup je profite de ce temps-là pour peut-être développer, ma visibilité du jeu, peut-être ma réactivité, sur certains, points et travailler finalement, des points, que tu avais, moins développés avant». Ouais, alors, clairement, oui. Dire que je l'ai fait consciemment, ça serait pas tout à fait vrai. Non, mais il faut,
Il faut dire les choses aussi, hein. Tu le fais, c'est la capacité d'adaptation, en fait. À un moment donné, tu t'aperçois que, si tu veux être au bon endroit au bon moment, pousser les manettes à fond, tu faisais un sprint qui était, et ben, quand tu as plus cette capacité-là, forcément, ben, tu développes autre chose pour y arriver. Mais je pense que, dans toute blessure, en fait, on a ce temps d'adaptation, qu'il soit conscient ou inconscient. Tu vois, quel joueur n'a pas changé sa technique après une blessure? Forcément, parce que si tu prends un tennisman qui a des tendinites à l'épaule répétitives, à un moment donné, il va changer sa technique de service, il va changer sa technique de coup droit, parce qu'il a une blessure et du coup, ben, il va adapter et puis il va la développer de manière à ce qu'elle devienne performante, voire même plus performante. Ouais, c'est pareil. Alors, globalement, hein, au début, moi, je l'ai fait inconsciemment. Ça me posait une vraie difficulté mentale au départ, de me dire je suis en retard, ça va pas. Et puis je galère et ainsi de suite. Et puis après, j'ai compris que c'est par ces passages-là que j'allais progresser. Et c'est l'un des moteurs qui m'a fait revenir et accepter de revenir sur le terrain sans être 100%, en fait. Parce que le fait de revenir m'a permis de travailler ces choses-là. Alors que si j'avais attendu d'être totalement à 100% ou d'être revenu au complet, je pense que je ne serais pas revenu aujourd'hui. Ouais, OK. Et justement, l'idée, c'est que si des sportifs qui traversent une blessure actuellement, nous écoutent, l'idée, c'est, peut-être une des clés, ça peut être justement de, réfléchir en termes d'opportunités et de se dire: «OK, quels sont les axes sur lesquels je peux chercher à m'améliorer?» Et du coup, venir effectivement se servir de cette période de convalescence pour: «OK, ça avant je le faisais pas, j'ai la possibilité de le travailler là». Finalement, déporter son attention sur autre chose et qui puisse te permettre de devenir, plus performant à ton retour. Pour moi, il y a une chose qui est ultra importante quand on est sportif, c'est la connaissance de son sport et la passion de son sport et le connaître, mais complètement sous toutes ses formes. Et dans ces périodes-là, c'est des opportunités de le faire. C'est-à-dire d'aller comprendre, d'aller voir le jeu différemment. Voilà. Et d'aller comprendre les mécanismes du jeu. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de voir la visualisation, hein, qui nous, en tant que le prépa mental, va vraiment apporter. Et c'est vachement important aussi dans les sports de timing, de pouvoir continuer à répéter, à visualiser pour ça. Mais pour ça, il faut déjà avoir franchi cette première étape de deuil et de se dire, OK, j'ai accepté, c'est passé, maintenant, je revois mon projet sportif, mon ambition et ces choses-là. Maintenant, là, quelles sont les premières étapes et les prochaines étapes qui vont me permettre d'avancer vers cet objectif-là. Et peut-être que la première étape, c'est juste d'aller chez ce foutu kiné qui va encore me faire marcher en crabe pendant un moment. Ces choses-là, mais ça redonne du sens. En fait, il faut redonner du sens aux moindres petites actions dans la direction de ton objectif. Et je pense que c'est l'espoir et l'objectif qui va te permettre de mettre en place des actions au quotidien pour y retourner. OK. Au début, tu as parlé du travail que tu avais fait avec ton prépa mental sur, le fait de, penser projet en dehors de ton rôle d'arbitre. Tu as parlé aussi de visualisation. Quel autre outil de préparation mentale tu as utilisé pour, finalement, te rendre plus confortable, cette période? J'ai beaucoup travaillé effectivement sur moi-même, en fait, sur l'humain derrière le sportif, en fait. Et de beaucoup plus me reconnecter à mes besoins, en fait, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et de venir les nourrir, en fait. Parce que finalement, en travaillant là-dessus, ça m'a permis de retrouver du plaisir, en fait, de venir nourrir des choses qui sont importantes pour moi, soit par le sport, soit par autre chose. Et du coup, de réenclencher cette dynamique positive, en fait. OK. Et la visualisation, par exemple, si tu devais nous donner, un petit peu le type de séance que tu faisais, ça ressemblait à quoi? Alors, j'ai travaillé sous 2 formes différentes. J'ai travaillé vraiment sur de la visualisation, de la projection, sur les prochaines compétitions.
où je me projetais vraiment dans ce retour au top niveau, dans l'ambiance et du plaisir que ça m'apportait, des émotions, de l'impact que ça avait sur moi, sur mon entourage. Donc ça, c'était vraiment une partie de visualisation sur le projet et l'objectif. Tu te voyais sur Et le terrain, du coup? alors non, là, je voyais plutôt ce que ça m'apportait. Et par contre, sur le terrain, c'est bien la deuxième partie Et d'accord. que moi j'associe plus à de la représentation mentale. Et là, j'étais vraiment dans l'entretien, du geste, du timing sur le terrain pour conserver et couplé à beaucoup de travail en vidéo pour décrypter le jeu des joueurs et ces choses-là. Et du coup, je travaillais vraiment sur ces deux axes-là de la répétition mentale. Ce que moi, je considère la représentation mentale, hein, c'est répéter le geste juste, Oui, là, ouais, la technique, vraiment, et cette question de visualisation, de projection neuro-émotionnelle dans mon objectif pour me reconnecter finalement à ce qui me fait du bien et mes importants. Et c'est vraiment les deux cumulés que j'ai travaillé. génial. Peut-être que ça peut paraître, ne pas être un outil, mais tu parles beaucoup quand même d'objectifs et finalement, nous, en tant que prépa mentale, on le sait que ça fait partie, la fixation d'objectifs, ça fait partie des outils. Mais du coup, c'est aussi un troisième outil que tu as utilisé sur, les objectifs que tu as pu, te fixer et vraiment cette projection, tu le dis, tu pensais déjà à 2028, parce qu'il y a aussi, finalement, je m'entraîne pour atteindre cet objectif et tu parles et on peut le cumuler avec ce truc de, en fait, mettre du sens, dans les choses qu'on fait. Ouais, mais c'est tout à fait ça, hein, quand je parle de visualisation, c'est se projeter dans cet objectif qui nous anime, qui vient nous nourrir nos importants. Et ce qu'il y a d'important aussi, hein, moi je sais que je travaille beaucoup là-dessus, c'est à un moment donné, il faut le lâcher aussi cet objectif-là, pour redonner du sens à l'action proche. Parce que on s'aperçoit assez rapidement, hein, que quand l'objectif est trop loin ou trop grand, on a du mal à faire l'action juste qui vient. Et donc de l'avoir redécomposé, d'abord être en capacité de refaire une séance, de me réentraîner régulièrement, de pouvoir reprendre le terrain, reprendre la compétition, reprendre tel niveau et ainsi de suite, et égaler progressivement. Et donc c'est vraiment, j'ai aussi ce besoin de cadre et de plan. Et donc le fait de cadrer et de planifier me permettait d'avancer. Et puis, il y a une chose qui est primordiale, c'est la capacité de se recalibrer, de réajuster, en fait. C'est-à-dire que le plan, il est beau, mais si on ne prend pas le temps régulièrement de faire le point aujourd'hui, donc ça revient à tout à l'heure, je parlais de baseline et de points de comparaison. Si régulièrement tu réévalues pas ces choses-là, tu dérives. Et si tu dérives, soit tu vas dans le bon sens et ça va bien, mais c'est pas toujours le cas. Et donc c'est vachement important de retravailler ça. Donc j'ai beaucoup retravaillé effectivement sur des objectifs court terme et des actions pour y arriver vers cet objectif. Est-ce que tu tenais un carnet qui te permettait justement de noter, tes résultats et de pouvoir dans des moments de doute te dire: «OK, en fait l'évolution elle est là parce que, il y a un mois je faisais ça comme performance, 1 mois plus 1 semaine je faisais ça comme performance» et cetera et cetera? Alors je tiens pas de carnet formel. Par contre, j'ai enregistré toutes mes datas, fréquence cardiaque, vitesse, depuis 2010, que ça soit vraiment tous mes matchs. Oui, Mais il y a quand même, si c'est pas papier, en tout cas, tu as des données. j'ai des données et effectivement, ça m'arrive assez régulièrement d'aller retrouver des choses. Tiens, j'étais où dans la préparation précédente par rapport à cette fois. Je pense que vraiment se reconnecter au plaisir, à son plaisir, à ses envies, c'est ce qui va nous remettre sur le droit chemin. Oui et là, une question qui va être plutôt tournée, pour toi, aujourd'hui avec du recul et parce que finalement, cette période, elle est, relativement loin. Qu'est-ce que cette expérience de la blessure, elle t'a apprise? Il m'a beaucoup appris sur moi en fait, sur la personne que je suis.
et m'a permis vraiment de me reposer les bonnes questions, en fait, pourquoi? Pourquoi, en fait, je faisais du sport? Qu'est-ce que j'allais y chercher? Heu et ça m'a beaucoup, travaillé justement, au mois de septembre là, quand je me suis reposé la question finalement, mais est-ce que j'y retourne ou pas? Sur ces 4 ans et ces réflexions-là, je me les posais pas avant de se dire: «Bah, OK, et pourquoi?» Ça me semblait être une évidence et finalement j'étais un robot de, d'enchaîner, objectif, compétition, grande compétition après grande compétition. J'ai enchaîné entre 2010 et 2019 toutes les grandes compétitions européennes et mondiales possibles, hein. C'est-à-dire que j'en ratais pas une, j'étais sur tous les fronts et dès que j'en avais fini une, j'étais déjà dans la suivante et en fait la blessure m'a vraiment apporté ce temps de comprendre en fait pourquoi, ça avait de l'importance pour moi et ce que ça m'apportait, et ce que j'allais y chercher. Beaucoup de choses comme ça, d'introspection, hein, pour venir me nourrir intérieurement. On oublie parfois, hein, mais les arbitres sont des sportifs de haut niveau, au même titre que n'importe quel joueur. Heu, Ils s'entraînent pareil, ils s'investissent exactement pareil et effectivement, on n'est pas toujours considérés comme des sportifs de haut niveau parce qu'on est garant de jeu, mais l'investissement qu'un arbitre, et notamment dans des sports, de course, hein, le football, au rugby, au basket, qu'ils ont exactement le même investissement pour que les joueurs, pour être au rendez-vous et faciliter ce jeu-là. C'est pour ça que je suis très heureuse de t'avoir eu, dans ce podcast, Parlons blessures parce que, bah, c'est important de remettre, en avant, en lumière, finalement le rôle de, bah, de tous les acteurs qui gravitent dans le monde du sport.